lance l'enregistrement et on peut y aller comme ça marche. Très bien. Bon, Bon, Ouchang, vas-y. alors, c'est très bien que Martine ait Ou la chante juste, je voudrais juste dire à tout le monde qui coupe son micro pour qu'on n'ait pas d'interférence pendant le temps de. Et c'est portable. Ah oui, fermez le micro. Bon, alors, j'en profite que j'ai la parole au début parce qu'après, il est souvent difficile d'interrompre Jean-Christophe une fois qu'il est lancé. Je voudrais dire juste deux mots que, au fond, c'est tout à fait incroyable. Jean-Christophe fait montre d'une érudition encyclopédique impressionnante. Et 600 pages à lire qui deviendraient tout à fait fastidieux s'il ne le rythmait pas par des dialogues avec quelqu'un d'autre, avec le lecteur, avec de l'iconographie, avec des pavés intercalés de couleurs différentes. Enfin, donc c'est lisible, c'est 600 et quelques pages. C'est très vigoureux, c'est très organisé et c'est tout à fait incroyable. J'espère que j'aurai un peu de temps à la fin pour faire quelques réflexions après, mais c'est un temps, il nous présente dans tous les registres de l'activité humaine le temps de la Renaissance. On discutera si c'est la Renaissance de la castration. C'est quand même un moment incroyable où on passe son temps à brûler les gens. Les papes si délicieux ressortent souvent comme des mafieux. Les bandes, les tribus organisent le monde. Et dans tout ça, quelque chose du désir émerge et permet un contact enfin avec l'antiquité grecque et philosophique qui a été mis sous le boisseau, détruit, oublié pendant un millier d'années. Voilà. Bon, Jean-Christophe, merci d'être venu nous présenter cette somme. À toi la parole. Merci, Ouchang. Alors, je vais aller droit dans le sujet. Bon, ce livre je l'ai publié pour les fêtes, à Noël dernier. Et effectivement, c'est, bon, pour moi, une somme, dans le sens que c'est l'aboutissement de je ne sais combien de décennies de recherche depuis ma thèse de doctorat avec Vidal-Naquet, donc je vais dire 30 ans de recherche. Et ça s'est trouvé prendre forme dans ce livre qui d'ailleurs m'a été commandé par l'éditeur, par les Belles Lettres. Bon. Et alors, je vais aller directement à ce qui me semble l'essentiel. C'est amusant d'ailleurs l'essentiel parce que lorsque Ouchang m'a proposé de venir présenter le livre, je lui ai dit mais quel est le thème général de votre séminaire? Alors il m'a dit mais rappelle-toi, tu es déjà venu pour les adages. Le thème c'est anthropologie et décentrement. Et je me suis dit bah alors ça tombe pile parce que mon affaire c'est vraiment une histoire de décentrement et de changement de regard, de perspective, donc de pensée, donc de langue, donc de tas de choses. Et c'est cet ensemble extrêmement complexe que j'ai essayé d'organiser et de présenter de façon compréhensible. C'est cet ensemble qui, à mon sens, pas que au mien, mais est vraiment fondateur de la civilisation moderne que nous vivons. Maintenant, alors il a fallu 500 ans pour arriver là où on en est, en bien autant qu'en mal, mais ce système de pensée qui est radicalement nouveau s'est constitué donc il y a environ 500 ans. Et c'est ce qu'on appelle la Renaissance, alors pour des raisons assez compliquées, qui ne sont pas le sujet de maintenant. Alors, Ouchang m'avait dit, mais quelle est la thèse centrale de ton bouquin? Alors je lui ai dit,
je soutiens, et je pense montrer, que ce qu'on appelle la Renaissance, donc cette effervescence culturelle qui a eu lieu il y a 500 ans en Europe, que cette Renaissance, ce n'est pas, comme on croit habituellement, une espèce de période d'euphorie, de redécouverte de l'Antiquité, de bonne humeur. C'est pas du tout une période d'euphorie. C'est une période de violence. Et c'est une période de guerre même, de bataille. Et je pense que cette Renaissance, donc du 14, 15, 16e siècle, a été une bataille cruciale d'une très longue guerre, d'une guerre millénaire, qui oppose la religion monothéiste aux cultures païennes antiques. En l'occurrence, pour l'Europe, pour l'Occident, les cultures gréco-romaines, qui avaient été balayées, nettoyées de la surface de l'Europe depuis que la secte chrétienne a réussi à s'imposer au pouvoir dans l'Empire romain. C'est-à-dire, pas depuis Constantin, mais depuis ses successeurs, depuis le 5e, 6e, 7e siècle. Bien. Donc, guerre millénaire. Alors, à ce propos, je fais un petit encart. Alors, évidemment, comme on a pris du retard, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais un petit encart, comme tu as dit, je fais souvent dans le livre, je dis la religion monothéiste. Parce que, vous savez, dans les écoles ou dans les familles, on nous dit toujours « Ah oui, oui, il y a 3 religions monothéistes, tout le monde connaît la chanson, le judaïsme, le christianisme, l'islam. » Je ne comprends pas d'où on a tiré une idée pareille. Il n'y en a qu'une seule, puisque, arrêtez-moi si je me trompe, le Dieu que vénèrent les musulmans, par exemple, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jésus. Le Dieu que vénèrent les chrétiens, c'est le Dieu des Juifs. Ce n'est pas un autre, c'est le même. Alors, avec d'autres noms, tout ce qu'on veut, d'autres rites, d'autres textes, mais c'est le même. Et bon, pour prendre l'exemple le plus bête, le Coran, il suffit de l'ouvrir. Alors, je sais que c'est un peu le problème. On l'ouvre peu, le Coran, y compris les musulmans l'ouvrent souvent peu ou mal. Il suffit de l'ouvrir pour se rendre compte que c'est la suite de la Bible, c'est la suite des prophètes d'Ézéchiel, d'Isaïe, de qui vous voulez, puisqu'on parle, il y a des chapitres entiers, des sourates entières consacrées à Jésus, à Marie, à Joseph l'Égyptien, à des gens comme ça, qui sont des personnages bibliques à 100% bibliques. Donc, la religion monothéiste, et je pense que ce problème de violence et d'essai de destruction de la culture païenne a été le fait, alors c'est très bien documenté par les chrétiens, a été le fait des chrétiens à la fin de l'Empire romain, mais a été le fait des juifs et des musulmans aussi. Vous savez, chez les musulmans, il y a un terme extrêmement utilisé qui s'appelle la jahiliya. La jahiliya, ça veut dire, c'est le temps d'avant le prophète. C'est le temps, vous savez, c'est même pas le temps de la barbarie, c'est le temps du paganisme, c'est le temps donc du mal, dans lequel les hommes vivaient. Alors bien sûr, il y avait les juifs qui avaient une partie de la révélation, il y avait les chrétiens qui avaient une partie de la révélation, mais grosso modo, tout ce qui a existé avant le prophète, c'est mauvais, c'est le mal. Et vous savez, c'est le même discours que tenait par exemple Fidel Castro, 10 ans, et imposant à ses compatriotes le même discours. Avant 1959, tout était mauvais. C'était le temps, alors on dit du capitalisme, de l'impérialisme, de ce que vous voulez. C'était mal. Donc il n'y avait rien, il n'y avait pas de culture. La musique était de la mauvaise musique, la littérature était de la mauvaise littérature, puisque ce n'était pas le temps béni du communisme que nous connaissons maintenant. Et avec les religions monothéistes, avec la religion monothéiste, il y a à peu près le même problème. Bon, j'ai fait ce long excursus pour donner un peu le champ dans lequel je circule. Bon, j'essaye de circuler. Bien. Alors, passons sur voilà, vous avez vu le livre, il est très beau, la couverture est très belle. Vous remarquez que la gravure est empruntée à l'Utopie de Thomas More, qu'on a légèrement détournée. Bien. Et je vais passer à une autre image. Ah ben, bon, je vais faire le même système pour que ça passe. Je vais vous montrer une autre image. Allez, vas-y. Ah, magnifique. Alors là, je vous en ferai le commentaire. Enfin, si, je vais faire le commentaire tout de suite. Alors, c'est un gros, très, très gros livre en latin. Alors, est-ce que tout le monde voit l'image? Vous la voyez bien. Alors, je vous passe sur le en haut, on voit des tas de rois, de princes, des évêques. Bon, ça représente en gros l'Occident chrétien.
et en gros Cosmographia. Bon, c'est donc un livre de cosmographie qui a été un livre qui a eu un énorme succès au XVIe siècle de Sebastian Münster. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'image d'en bas. Sur cette image d'en bas, on voit, alors qu'est-ce qu'on voit? Alors évidemment, au premier plan, on voit une espèce de sauvage avec un arc et une lance et une sorte de turban sur la tête. Devant lui, quelqu'un, un homme, une femme, c'est sans doute une femme, je pense, nu, assis contre un arbre. Et d'ailleurs, vous voyez, accroché à la branche de l'arbre, ce mignon détail, un bébé dans un, dans un petit... C'est un vrai berceau suisse. C'est un berceau suisse comme on avait Sébastien Münster chez lui. Vous savez, le petit berceau à bascule en bois, c'est magnifique. Ils l'ont accroché dans l'arbre parce que on est chez les sauvages. Et à côté, derrière lui, qu'est-ce qu'on voit? Un éléphant. Donc, on n'est pas en Suisse, on n'est pas au pays de Sébastien Münster, on n'est pas en France, on n'est pas en Europe. On est où? Alors, si on regarde l'image, on voit qu'on est donc chez les sauvages, ça c'est clair, mais on voit la côte et la mer avec un énorme poisson, un monstre marin et un bateau. Vous êtes d'accord? Et de l'autre côté de la mer, qu'est-ce qu'on voit? Des villes, alors là, des villes avec des fortifications, des églises. J'adore, moi, ce genre de gravure. Donc, on voit l'Europe. Et si on revient maintenant du côté de la mer où on est nous, il y a ces 3 arbres où il y a marqué quelque chose dessus. Garhiophylle, muscata, piper, c'est-à-dire noix de muscade. Marie-Léonard demande le contrôle et la licence. Stop. Approuvé. J'approuve. Que Marie. Bon. Ah non, zut. Pardon. Donc, les 3 arbres qu'on voit, c'est le poivre, la muscade et Garhiophylle, c'est mais non, c'est la girofle. C'est la girofle. Qu'est-ce que c'est donc ces 3 arbres? Ce sont les fameuses épices dont on nous a rebattu les oreilles, que c'est ça que les conquistadors allaient chercher quand ils croyaient aller aux Indes, parce que, on connaît la raison, parce que ces épices, girofle, poivre, noix de muscade et compagnie, ça valait des fortunes. Ça se vendait le même poids que l'or. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'était vraiment ça. Si vous réussissiez une fois dans votre vie à faire un aller-retour aux îles Moluques et à en rapporter, ou aux Indes, ou en Indonésie, à Java, à en rapporter une cargaison complète, vous étiez à l'abri du besoin pour 10 générations. Bien. Donc, cette image, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre une chose, somme toute, curieuse. L'Occident, au fond, vu depuis le pays des sauvages. C'est une vue à l'envers. Nous, on est tous habitués, encore maintenant, à regarder les sauvages, ou présumés tels, vus de chez nous. Là, c'est vu de chez eux. C'est un retournement de perspective assez sidérant. Alors, cette cosmographie de Sébastien Münster a été le livre central des connaissances cosmographiques, géographiques, donc, de la Renaissance. Et je pense que cette image donne une clé. Elle dit qu'il y a eu des gens qui ont proposé au public cultivé, évidemment, les gens qui savaient lire le latin, qui a proposé de regarder le monde différemment de ce qu'on faisait avant. Avant, on avait une vision, comme on dit, européocentrée. Le vrai centre du monde, c'était l'Europe, c'était Rome, c'était les grands empires, les grands royaumes occidentaux, et tous les autres, c'était des barbares, voire des sauvages. Et donc, on les regardait par notre prisme. Ici, on commence à regarder le monde à l'envers. Et ça, c'est un changement de regard. Donc, le thème que je vais vous proposer, c'est que je pense qu'on peut comprendre la Renaissance comme un double décentrement. Un décentrement du regard. Alors, je vous dis tout de suite, je vous donne le contenu puisqu'on ne pourra pas traîner trop longtemps. Bon, c'est un changement de regard lié donc vraiment au regard, mais au sens organique du terme, donc à la perspective. Et la perspective, c'est la façon de regarder le monde. Et la perspective, vous savez qu'elle a eu un destin exceptionnel dans des domaines qui sont les arts plastiques, notamment la peinture, la sculpture, l'architecture. Et vous savez aussi, je suppose, que la perspective, elle était connue, pas très scientifiquement par les Grecs et les Latins de l'Antiquité, mais elle a été redécouverte, par exemple, notamment par Brunelleschi et Alberti, et je vais vous montrer une image. Bon, ça, c'est des images qui traînent dans tous les manuels. Il y a une série de 4 ou 5 dessins basiques
qui vous montre comment fabriquer la perspective. À partir de ces 4 ou 5 dessins d'Alberti, voilà un autre, on a, crac, deuxième, vous voyez sur le côté la verticale qui permet de faire un pavage en diagonale. Ensuite, l'élévation verticale qui pour montrer, faire un mur. Tac. Et le cinquième, comment mettre un cube en perspective. Et dans le cube en perspective, on s'aperçoit qu'un cercle devient une ellipse quand il est bon et que, etc. À partir de ces 5 dessins, s'est construit la totalité des arts plastiques de l'époque moderne, depuis le XVe siècle, le XIVe même, jusqu'à nos jours. Et quand vous allez sur des sites avec des outils extraordinairement sophistiqués, qui sont par exemple, je pense à After Effects, ou ces machines à faire des dessins animés, vous cliquez sur un bouton et ça vous fabrique tous les dessins d'Alberti dans tous les sens en 3 dimensions. On peut fabriquer le monde à partir de la perspective. Bon. Et à partir de la perspective et des mathématiques, puisqu'évidemment, là, on est dans un jeu de géométrie. Et donc, il faut nommer, il faut mesurer les angles, il faut compter les distances et les mesures. Donc, la perspective a révolutionné les arts. Alors, on ne va pas une conférence d'histoire de l'art, mais vous savez que la grande différence entre l'art, les arts plastiques, à partir de la Renaissance en Europe, et avant, c'est-à-dire au Moyen-Âge, c'est que avant, on ne connaissait pas les règles de la perspective géométrique. Bon. Et depuis, on l'a utilisé, alors évidemment, jusqu'aux cubistes, en gros. Hein. Donc pendant 500 ans, on en a mangé. Certains en ont marre de faire de la perspective, mais on continue de la faire, évidemment, dans les ordinateurs. Bon. Alors, la perspective, elle a quels effets? Alors, avant, je vous ai dit, ça c'est le premier axe. Changement de perspective, changement de regard. Je ne vous ai pas dit quel était le deuxième axe que je veux vous montrer. Le deuxième axe, c'est la langue. Alors, c'est un chapitre énorme, que j'y viendrai juste après. Bon, donc, pour finir avec la perspective, comme vous le savez, on ne peut pas rentrer dans les détails, ça consiste à représenter graphiquement, donc à dessiner ou à peindre, ce que notre œil, l'œil donc de l'artiste, verrait si il regardait à travers une fenêtre. Et on connaît toutes les histoires de trompe-l'œil. Dürer avait fait des choses. Et je vous montre le dessin de Dürer, puisque là, ça nous donne le lien, le passage direct. Dürer, tac. Alors, le temps qu'il arrive, qui condense, ça c'est un dessin que j'adore. Ah là là, c'est trop petit. Comment on fait pour le voir? Zut, je le veux entier. Comment on fait pour ouvrir? Parce que là, évidemment, il manque tout. Veux-tu venir? Fichu dessin. Parce que malheur. Attendez, je l'ouvre. Voilà. Tac, tac. Ah, zut, vous êtes au milieu. Vous voyez ce dessin qui est absolument fabuleux, qui représente. Bon, moi, vous êtes au milieu du dessin. Hein. À droite, l'artiste en train de dessiner une femme nue. Et comment est-ce qu'il la dessine? Vous voyez sur un quadrillage qu'il a fait sur sa feuille, et en regardant, attendez, il faut, à travers une sorte de treillis vertical, de fils croisés horizontaux et verticaux, qui lui permettent de reproduire en perspective ce qu'on voit finalement, ce qu'est cette femme nue. Alors, petit détail, accessoirement, le regard, si vous regardez où va le regard de l'artiste, il va droit vers le sexe de la femme d'ailleurs. Détail intéressant pour le psychanalyste. Bon, enfin, avec ce dessin de perspective, vous voyez, il tient à la main une machine pour mesurer les angles et les reproduire sur son dessin. Bon. Et le sexe est caché évidemment par le drapé. Bon, alors, donc, sur le dessin est représenté ce que l'homme voit finalement à travers cette espèce de fenêtre. Le thème de la fenêtre, le tableau comme fenêtre, de Léonard de Vinci en a parlé, tout le monde en a parlé, on ne va pas s'y étendre. Mais la perspective, oula, là, les autres images qui arrivent. Stop, reviens en arrière. Voilà. La perspective, elle a amené un certain nombre de révolutions. Dans les arts, pas la peine de s'y étendre, ça saute aux yeux. Dans les sciences, parce que si on se met à mesurer les angles et la perspective, on va se mettre à pouvoir mesurer les distances angulaires et les positions des astres. D'où
Copernic, Galilée, Kepler, Newton, la totalité. Si on envoie des petits grouillots sur la planète Mars, c'est parce qu'on a inventé la perspective au XIVe siècle, Brunelleschi, et qu'on l'a voulu la mathématiser comme l'ont fait Léonard de Vinci ou Durer. Bon, donc les sciences, toutes les sciences mathématiques dérivent de ce changement de regard. D'autres conséquences, les sciences de l'observation et de la pratique, en tête desquelles la médecine, parce qu'évidemment, si on se met à dessiner en perspective, on va se pencher sur l'anatomie et on va amener la deuxième révolution dans le domaine artistique, c'est l'arrivée du nu. Alors, on ne va pas s'y étendre, mais pour résumer, la Renaissance dans les arts plastiques, c'est deux choses, la perspective et le nu. Le nu était interdit par l'Église, évidemment, comme elle l'est encore par l'islam, par le judaïsme. On ne représente pas d'hommes ni de femmes nus, qui, or, les artistes de l'époque, qui vivaient en Italie, ils voyaient tous les jours, au bord des routes, des bouts de statues, ils voyaient dans les catacombes des reliefs sur les tombes, avec des nus dans tous les coins. Et eux, ils rêvaient de faire la même chose. Or, on ne pouvait pas le faire. Et la grande conquête de la Renaissance des artistes, ça a été de réintroduire le nu dans l'art. Alors, on n'a pas le temps. Je voulais vous montrer le premier dont on se souvient, qui est très ancien, qui est du XIIIe siècle. C'est dans le baptistère de Pise. Il y a Nicola Pisano a représenté la vertu, virtu, en latin, ça veut dire la force, sous les traits d'Hercule nu, sur un baptistère à l'intérieur de l'église de Pise. Bon, donc, le nu est rentré très difficilement, mais vous savez qu'il a triomphé, puisque c'est devenu une des matières principales des arts plastiques jusqu'à nos jours. Bon. Donc, les arts. Mais alors, pour faire le nu, alors j'y reviens, pour faire le nu, il faut connaître l'anatomie. Qui dit anatomie dit médecine. Et on arrive, alors là, je vous le montre, parce que celui-là, il est quand même énorme, on va regarder le frontispice, rapidement, le frontispice du traité d'anatomie de Vézal, qui est quand même quelque chose... Voilà. Alors, tac, vous le voyez, le frontispice. Alors, on pourrait y passer la journée, hein, mais pour dire vite, on voit une séance, on voit Vézal, on le voit lui-même, hein, avec la petite barbiche noire, très mignon, en train de faire une démonstration d'une dissection d'une femme, qui est au centre de la perspective, pour le coup, alors avec je vous passe les détails, les squelettes, le chien en bas, le singe, enfin bon. Donc, tout cela pour dire, anatomie, perspective et nu, on est dans la médecine. C'est-à-dire qu'on est dans l'observation mesurée et expérimentale. Donc les sciences expérimentales ne se sont construites qu'avec ce changement, ce décentrement. Bien. Je ne m'y attarde pas parce que sinon on ne finirait pas. Et je regarde ma feuille. Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Non. Bon, pour dire vite. Ah ben tenez, il est trop beau celui-là. Alors ben voilà l'anatomie vue par Vézal. Alors petit détail, ce squelette qui est magnifique, de même que le frontispice qu'on a vu avant, ce sont des vraies œuvres d'art. Ça a été dessiné et gravé par un élève du Titien. On ne demandait pas à n'importe quel grouillot de faire des croquis anatomiques. Et l'exactitude, vous regardez les détails, chaque os est numéroté. Hein. Alors là, c'est en latin, et il y a le mot grec, le nom hébreu, le nom arabe, tout ce qu'on veut. C'est vraiment du travail de nomenclature scientifique. Voilà, les bases. Je ne m'y attarde pas. Donc, premier grand axe de décentrement, un axe lié à la vue, parce que derrière ça va venir évidemment Copernic et la révolution copernicienne et toutes les sciences modernes. Bon, et ça, c'est une question de vue, puisque en plus, Copernic, vous le savez, n'avait pas de longue vue. Hein, c'est que Galilée qui en a eu une, et puis plus tard Kepler. Bon, il faisait tout ça avec des grands compas qui mesuraient 4 mètres de long, avec des instruments absolument invraisemblables, et il mesurait les distances angulaires des mouvements des planètes, et ils essayaient de les rendre cohérents. Et c'est en essayant de les rendre cohérents qu'il a eu finalement cette idée que c'était peut-être la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Petit détail, alors aujourd'hui dans les écoles, en tout cas en Europe, que je sache, on enseigne que c'est Copernic qui avait raison. Cela dit, à propos d'anthropologie, il me semble que le soir, on dit toujours aux enfants, et même aux grandes personnes, que le Soleil se couche.
et qu'il se lève le matin. C'est charmant. Mais ça veut dire que 500 ans après, la langue, en tout cas le français, n'a toujours pas digéré Copernic. Bon, est-ce qu'il faudrait changer? Je ne pense pas. Mais, enfin, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut voir que les choses avancent avec des effets de tuiles. Certains avancent, d'autres reculent, d'autres restent. Et le soleil se lève. J'ai mieux dans l'anecdote. Et celle-là, tout le monde la connaît aussi. J'ai dit que l'Église a voulu extirper de la surface de la Terre toute la culture païenne gréco-latine. Mais ils ont dû négocier, évidemment, et ils n'ont pas réussi à imposer tout. Il y en a une que j'adore, parce qu'on en mange tous les jours. Quel jour est-on aujourd'hui? 14 avril. Mais non, mercredi. Et avant, hier, mardi. Et avant-hier, lundi. Qu'est-ce que c'est que lundi, mardi, mercredi? Vous le savez tous parce que vous êtes instruits. Lundi, c'est le jour de la Lune, Lunae dies. Mardi, c'est le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, de Jupiter. Vendredi, de Vénus, etc. Et ça, les chrétiens n'ont pas réussi à l'extirper. Les musulmans ont réussi, eux, parce qu'on dit premier jour, deuxième jour, troisième jour. Bon, mais en pays catholique, en tout cas, on est toujours dans le paganisme le plus strict pour désigner le jour de la semaine. Mais ça, alors évidemment, les différentes strates de l'inconscient collectif et de tout le reste, c'est une affaire que vous connaissez mieux que moi. Mais voilà. Fin du premier morceau sur le décentrement de l'œil, qui est, je crois, un fil conducteur qui nous amène jusqu'à aujourd'hui et qui est vraiment central. Alors, vous avez tous les détails dans le livre, évidemment. Bien. Deuxième décentrement. Alors, il porte sur la langue. Pas que la langue, mais ce qui tourne autour de la langue. Donc, on n'est plus dans l'œil, on est dans la bouche et l'oreille, je pense. Et c'est ce qu'on a appelé la philologie. Qu'est-ce que c'est que la philologie? La philologie, ça consiste à dire, on me donne un texte, en général écrit, et je n'y comprends rien. Pourquoi j'y comprends rien? Parce que ce texte, il a été écrit il y a peut-être 500 ans, ou 1000 ans, et c'est écrit d'abord dans une langue que je ne connais pas, mettons c'est en grec, et je ne sais pas le grec. Vous savez qu'au XIVe siècle, en Occident, personne ne lisait le grec. Personne. Je vous donne l'anecdote, excusez-moi, mais elle est intéressante. Nous, vous savez, le grec, le latin, Cicéron, Homère, on en mange tous les jours. Il y en a dans toutes les séries télévisées, dans les dessins animés des gosses. On ne fait pas un dessin animé sans un Agamemnon, un Ulysse, un Achille. Bon. Et tout le monde trouve ça normal. Ça fait vraiment partie de la culture. Même les gosses des écoles le savent. Ils connaissent Ulysse, ils connaissent Achille. Pétrarque, le plus grand poète occidental du XIVe siècle, italien, poète devenu célébrissime à la cour des rois de Provence, des comtes de Provence. Pétrarque, très riche, comblé d'honneur, était excellent latiniste. À chaque page de Cicéron, des textes qu'il avait, il lisait que la vraie poésie, ce n'était pas la poésie latine, c'était Homère. Et que Homère était la source de toute poésie. Pétrarque se dit, comment ça? Homère, le plus grand des poètes, c'est pas possible, c'est moi le plus grand des poètes. Donc, il faut que je sache ce que cet Homère a raconté. Figurez-vous qu'au temps de Pétrarque, on ne pouvait pas trouver un texte d'Homère en Europe. Point. Il a essayé, il n'a pas trouvé. Je vous raconte l'anecdote parce que je trouve qu'elle est très lourde de signification. Vers le milieu du XIVe siècle, Pétrarque... Au revoir, merci. Comment? C'était une question? Non. Pas de question, je continue. Pétrarque fait des pieds et des mains et un jour, à Rome, il rencontre un ambassadeur de l'empereur byzantin de Constantinople. C'était avant la prise de Constantinople par les Turcs. Il rencontre cet homme qui était un grand lettré, qui parlait latin, ils discutent tous les deux, et Pétrarque lui dit, qu'est-ce que c'est que cet Homère qui est... L'autre lui dit, mais bien sûr, Homère, c'est la source de toute poésie, c'est le prince des poètes. Pétrarque dit, je t'en prie, procure-moi un exemplaire d'Homère. Ah ah, c'était avant l'imprimerie. Hein. L'autre lui dit, d'accord, peut-être. Bon, Pétrarque le supplie de lui faire une copie de l'Iliade et de l'Odyssée. Les années passent, tout ça se fait à la main, hein, les copies. Une dizaine d'années plus tard, arrive le courrier avec le manuscrit d'Homère. Pétrarque prend sa plus belle plume et écrit à son correspondant en lui disant, évidemment dans son style très ampoulé, c'est le plus beau jour de ma vie, enfin je peux toucher cet Homère dont on m'a tellement parlé. Et il ajoute, c'est aussi le pire jour de ma vie parce que je ne peux pas en comprendre un mot, c'est en grec. Pétrarque n'a pas réussi à trouver un traducteur qui puisse lui
traduire ce grec en latin ou en italien. C'est que Boccace qui a réussi à le faire quelques années plus tard. Bon, pour vous dire, Homère n'existait pas. Et quand je dis Homère, ce n'est pas que Homère. Euripide, Échille, les historiens, Thucydide, je ne sais pas, Polybe, toute cette littérature. Platon était perdu. On avait quelques bouts d'Aristote pour la scolastique, transmise par les Arabes, mais la littérature grecque, par exemple, le théâtre avait disparu. La géographie avait disparu. On avait des vagues traductions de Ptolémée venant de l'arabe. Donc, toute cette culture qui nous paraît si évidente. La comédie, ah oui, Aristophane, Plaute, Amphitryon, mais bien sûr, tout le monde connaît ça, mais pas du tout. Ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Il y en avait quelques exemplaires mangés par les souris au fond de quelques monastères, mais on n'y avait pas accès. Même le public cultivé, même le public riche n'y avait pas accès. Bien. Alors, la philologie. Imaginez, quelqu'un, miracle, j'ai découvert au fond d'un monastère un manuscrit grec. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on ne sait pas le grec, alors on essaie de trouver un grec. Le grec en question arrive, il dit, ah ben oui, mais c'est du grec qui a été copié à je ne sais quel siècle, et j'y comprends rien. Il y a des abréviations, il y a des ligatures, j'y comprends rien. Le cas s'est présenté pour les textes juridiques. Au XIIe siècle, on a retrouvé des textes du Code romain, du Code de Justinien, en Italie. Miracle. On va enfin pouvoir refaire du droit comme il faut, avec des bases de droit romain. Eh bien, c'est que le manuscrit, même des gens qui savaient le latin n'en comprenaient pas la moitié parce que les termes qu'ils utilisaient, c'était les termes qui dataient du 5e, 6e, 7e siècle, et ça parlait de réalité de l'Empire romain de l'époque qui était inconnue. Donc, si on ne faisait pas un travail de philologue, donc de recherche de ce que veut dire chaque mot dans son contexte historique, on ne peut rien comprendre. Alors, ça a été le grand cheval de bataille des humanistes, ça tout le monde le sait, qui ont eu pas mal de succès, parce que, évidemment, ça plaisait aux puissants de ce monde, même les évêques, les princes, d'avoir chez eux des grands érudits qui pouvaient leur apporter des trésors de littérature récupérés, retrouvés. Le problème est venu, vous le savez, je suppose, lorsque quelques bons esprits ont dit oui, oui, très bien, restituer Homère, restituer Euripide, restituer Plaute, c'est magnifique, restituer Cicéron. Faut aller contre Cicéron. Bon, tout ça, c'est magnifique. Mais dites donc, il y a peut-être des textes où il y a des soucis. Et vous voyez venir l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Les textes où il y a des soucis, c'est certains textes religieux. C'est la Bible. Parce que, alors, je simplifie à outrance, mais c'était la vérité. À la fin du Moyen-Âge, dans le monde catholique, on utilisait beaucoup la Bible en latin, ce qu'on appelait la Vulgate, traduite par Saint Jérôme au 5e siècle et transmise par des générations de copistes. Le problème, un des problèmes, mais c'est extrêmement simple le problème, Saint Jérôme lui-même, à l'époque, était un grand savant érudit en hébreu, en grec. Donc, il avait ses textes bibliques de l'Ancien Testament en hébreu, du Nouveau Testament en grec, les différentes versions. Il a fait son travail là-dedans, il a fait son marché et il a sorti sa traduction. Très bien. Ses successeurs, qui ont recopié, ne connaissaient ni l'hébreu ni le grec. Alors, essayez de recopier une langue que vous ne connaissez pas. Enfin, plus exactement, ce n'est pas ça. Je reprends. Pas une langue que vous ne connaissez pas. Essayez de copier du latin. Vous savez, et in unum sanctam catholicam. Rien que pour écrire unum, U-N-U-M, vous m'en direz des nouvelles. La 4e copie, c'est déjà autre chose, puisque le U, le N, le U et le M, ça s'écrit pratiquement de la même façon. Bon. Donc, des générations de copistes se succèdent. Ils amènent des fautes. Des fautes, soit des fautes de copie, soit carrément des barbarismes, des erreurs. Si on a une erreur dans une traduction, le bon sens dit le seul moyen de trouver l'erreur, c'est de chercher le texte original. Si c'est un texte russe, vous trouvez quelqu'un qui sait le russe, qui vous amène votre Dostoïevski en russe et qui vous dit non, le starets zozim, starets, ça veut dire ça. Parce que moi, je connais la Russie et la Russie des starets, c'est ça. Mais il faut quelqu'un qui sache le russe. Pour l'hébreu, même chose. Il vous faut au minimum un rabbin qui sache lire l'hébreu. Pour le grec, il vous faut un grec. Or, en Occident, toutes ces races-là étaient mises à l'écart. Pas de grec, alors, les rabbins entre eux, mais pas chez les évêques. Enfin, rarement. Donc, on a transmis une Bible qui était farcie de fautes. Et quand on dit farcie, ce n'est pas une figure de rhétorique. On a les exemplaires de l'époque qui étaient copiés. C'est
hallucinants, c'était des tissus de contresens, de faux sens, transmis par des générations. Et voilà que quelques humanistes, protégés par quelques papes d'ailleurs, qui étaient amis de la curiosité, se sont mis à apprendre le grec et à comparer les évangiles avec le texte grec que leur fournissaient les amis de Constantinople. Et alors là, erreur à chaque ligne. Et on connaît le point crucial de cette histoire. Le premier qui a fait ça, un nommé Lorenzo Valla au milieu du XVe siècle, l'a fait à l'usage du pape et de quelques érudits de la cour qui ont été très satisfaits. On lui a dit, excellent travail, c'était un très bon helléniste, il a trouvé des centaines et des centaines de fautes dans la Vulgate, il a fait la liste. C'est resté dans un placard. Jusqu'au jour où, 50 ans plus tard, un nommé Erasme de Rotterdam, moine de son état, découvre dans la bibliothèque d'un couvent un exemplaire de cette liste d'erreurs retrouvée par Lorenzo Valla. Erasme, qui avait, lui, la fibre de la curiosité chevillée au corps, dit, 1, c'est magnifique, 2, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, évidemment, alors, on fait 2 choses. 1, ce texte de Lorenzo Valla, on le publie, il est allé publier à Paris en 1505, mais on ne peut pas s'arrêter à donner une liste de fautes dans la Vulgate. Il faut aller au bout du raisonnement. Il faut revoir la traduction une bonne fois à partir du grec, la traduction des évangiles. Et Erasme s'est mis au boulot et en 1516, il a publié à Bâle une édition qui a été le coup de tonnerre dans la chrétienté, une édition bilingue avec le grec d'un côté, le latin en face, des évangiles, plus les actes des apôtres, les épîtres, etc., avec sa propre traduction. Et alors là, ça a été, j'ai dit le coup de tonnerre, parce qu'il changeait le texte sacré. Il y a un exemple, mais je vais vous le montrer parce que j'ai la photo. Il a changé, alors il a changé des quantités d'endroits, des centaines d'endroits, mais il y en a 2 qui ont vraiment marqué les gens. Alors, vous, je ne sais pas si vous avez été enfant de chœur avant Vatican II, moi je l'ai été. Je me souviens, j'avais mon beau costume, ma soutane et mon surplis, et on disait la messe en latin. Donc, pour moi, la messe, j'avais 5 ans ou 6 ans, moi je savais la messe en latin, donc je savais du latin, et puis ça allait de soi. Alors, figurez-vous, Erasme a changé le paternoster. Alors, le paternoster, c'est quand même beaucoup, parce qu'un passage obscur des évangiles, bon, après tout, qui le lit? Mais le paternoster, on le dit tous les jours, comme l'Ave Maria, mais le paternoster. Or, figurez-vous que le paternoster, je vais vous le montrer parce que je l'ai ici, tac, tac, et magnifique. Alors, hop, paternoster. Vous voyez, 2 colonnes, le grec, kata Mattaion, donc selon Matthieu, secundum Mattheum, très bien. Là, en plus, c'est amusant parce que la personne qui avait ce bouquin a aussi tiqué sur le paternoster et elle a mis, vous voyez dans la marge, il y a un petit trait rouge et des lignes soulignées. C'est le paternoster. Alors, écoutez, je vais vous le lire. Alors, je ne sais pas si vous avez une pratique catholique latine, mais voilà. Paternoster, quies in celis. Jusque-là, ça va. Sanctificetur nomen tuum. Sanctificetur, il faut prononcer à l'italienne. Veniat regnum tuum. Bon, c'était adveniat, ça va. Veniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Quem ad modum in coelo sic etiam in terra. Alors là, ça va plus. Parce que moi, mon texte, que je récitais quand j'étais enfant de chœur, c'était Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Alors vous allez me dire, ouais, sicut ou quem ad modum, quelle différence? Ça veut dire la même chose. Alors, en plus, la raison qu'a donnée Erasme, il a dit, oui, bien sûr. Erasme dit, le texte a dû être rédigé par quelqu'un qui ne savait pas trop bien le latin, qui parlait en gros comme un charretier. Donc il a dit, sicut in cielo et in terra. Mais Dieu ne peut pas s'exprimer comme un charretier. Dieu il doit s'exprimer grammaticalement d'une façon élégante. Donc, quem ad modum, Cicéron aurait dit quem ad modum. Bon, ça a été le tollé. Du jour au lendemain, des moines sont montés en chaire pour dire il y a un salaud d'hérétique à Bâle qui dit qu'il faut changer le paternoster. Il y a un autre endroit qu'il a changé, dont on parle encore. Dans le missel de ma mère, ils en parlent encore. C'est le premier verset de l'évangile de Jean, qu'on lit à chaque messe. Ça s'appelle le dernier évangile, dans la messe traditionnelle. Bon. Or, tout le monde connaît, en plus, ça dit
en latin. In principio erat verbum. Et verbum erat apud deum, etc. In principio erat verbum. On ouvre la traduction d'Erasme. Qu'est-ce qu'il dit Erasme? Alors là, c'est encore plus raide. Il dit ce n'est pas in principio erat verbum, c'est in principio erat sermo. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire verbum sermo? On va dire ouais, c'est verbum sermo, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la parole. Sauf que c'était verbum et lui il dit sermo. Or, qu'est-ce que c'est sermo en fait? Sermo en latin classique, ça veut dire la parole. Mais comme là, nous, on parle entre nous, c'est-à-dire on se dit des choses dans des langues humaines sujettes à variation. Alors que verbum, c'est une parole, une espèce d'immuable venue tomber du ciel. Bon. Donc, Erasme sous-entend, vous voyez le sous-entendu épais, qui crève les yeux, que les textes sacrés des évangiles, c'est de la langue de tout le monde. C'est donc une langue qu'on peut corriger, qu'on doit corriger. Alors là, c'est le blasphème absolu. Je vais vous proposer une image. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, certains d'entre vous, je suppose, vous parlez arabe. Mais même si vous ne parlez pas arabe, tout le monde, c'est comme le paternoster, tout le monde connaît la grande invocation des musulmans, qui est Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est le plus grand, on va dire. Imaginez qu'un beau matin, un érudit musulman, arabisant, non musulman, viennent dire ah oui, mais Allahu Akbar, ouais, bien sûr, mais grammaticalement, c'est pas terrible. Ce serait mieux de dire Allah el-Kebir, Dieu le grand. Moi, j'en sais rien s'il aurait raison ou pas. Imaginez la réaction. Le gars, je lui donne pas un quart d'heure pour être mort, poignardé, empoisonné, jeté par la fenêtre et tout le reste. Lui, sa famille et ses descendants jusqu'à la 25e génération, comme Salman Rushdie, par exemple. Bien. Donc, blasphème absolu parce que qui lui n'est pas mort miraculeusement. Bon, que le Dieu des traducteurs le protège. Bon. Donc, la langue. Erasme met une bombe dans le fantasme de la langue sacrée immobile parce que éternelle et divine. Cette langue éternelle, c'est la langue de Dieu. Les musulmans ont exactement le même problème, les juifs exactement le même problème. Bereshis bara Elohim at hashamayim, c'est pas moi qui le dis, c'est même pas Moïse qui l'a dit, quoique on dise que c'est lui, c'est Dieu. Alors voilà, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Moïse? Mais c'est Dieu. Et le Coran, mais c'est même pas le prophète qui l'a dit, puisque c'est raconté. Il l'a dicté à des gens. Donc c'est les gens qui ont peut-être écrit des bêtises. Mais non, c'est lui-même. Mais non, c'est pas lui-même. C'est peut-être lui qui a inventé. Non, c'est pas lui qui l'a inventé. C'est Dieu. C'est pas Dieu, c'est l'ange Gabriel. Vous voyez, tous ces jeux, toutes ces constructions fantasmatiques. C'est donc la parole de l'ange Gabriel. Donc, mais l'ange Gabriel, c'est Dieu qui lui a soufflé à l'oreille ce qu'il fallait dire. Donc, c'est la parole de Dieu quand même. Si c'est la parole de Dieu, c'est une langue éternelle. On va dire, ouais, mais l'arabe, c'est de l'arabe du 7e siècle qui date, qui a évolué depuis, évidemment. Ah non. Le Coran est incréé. Alors, vous savez, chez les musulmans, il y a eu des gens qui ont été brûlés pour avoir soutenu que le Coran était créé. Donc, s'il était créé, on peut le corriger. C'est une langue soumise à la philologie. Bon, je ne m'étends pas plus. Vous voyez l'étendue de l'affaire. Et jusqu'où c'est allé? C'est allé extrêmement loin. Erasme a été menacé par l'Inquisition. Il était protégé. Il a eu des tas de disciples, parmi lesquels Luther. Passons, c'est une affaire gigantesque. Mais, alors, l'Église catholique ne s'en est pas remise complètement. Elle a essayé d'empêcher, d'éteindre le feu. Le Concile de Trente, on a créé l'index des livres interdits. On a voulu exterminer toutes ces hérésies. On a voulu empêcher la lecture. La Bible a été interdite dans les langues originelles. Hein. Le Concile de Trente a interdit qu'on lise la Bible en hébreu ou en grec, jusqu'à pratiquement Vatican II. Bon. Donc, c'est un magma, cette affaire-là. Mais la Renaissance s'est construite autour d'affaires comme celle-là. Donc, la langue, la question de la langue et de la philologie, tout d'un coup, soulève la question du temps et de l'histoire, parce que la langue, elle évolue. Si la langue évolue, il n'y a pas d'absolu. Et donc, ça fait tomber tout ce fantasme qui régnait au Moyen-Âge, chrétien d'ailleurs, de la scolastique, dans laquelle on a imaginé d'inventer une langue, en l'occurrence le latin, un latin très particulier,
une langue univoque, dans laquelle on se construit sur le fantasme, vous savez, cette fameuse correspondance. Un concept, un mot, une chose. Tout ce qui sort de là est faux. Et on essaye de construire un système logique pour éliminer la fausseté. La fausseté, c'est le double sens. La fausseté, c'est le sens qui dérive. La fausseté, c'est la poésie. Et l'humanisme s'est construit en réaction à cette espèce de divinisation et de c'est même pas une sclérose, de d'essensification de la langue, en l'occurrence du latin, curieusement d'ailleurs, parce que le latin est une langue extrêmement ambiguë et remplie de possibles. Tout ce qu'on peut. Le double sens est roi en latin. Bon. Or, la scolastique a cru qu'on pouvait créer une langue absolue et univoque, le fantasme de la langue univoque. Donc, vous savez, le diable est le père du mensonge. Donc, le diable, il est traducteur, il parle toutes les langues et il fait. Le diable est poète. Les poètes, bon, les comédiens sont le diable, évidemment, puisqu'ils jouent à être quelque chose qu'ils ne sont pas, alors qu'on ne doit être que ce qu'on est. Et je vous passe les détails. Vous pouvez lire saint Thomas d'Aquin et des tas d'autres qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Bien. Donc, pour moi, la Renaissance se construit autour de ces deux axes. D'un côté, l'œil, la perspective, le nu, qui ouvre les sciences, les arts et quantité de choses, et de l'autre côté, la langue qui est éminemment variable et qui est éminemment poétique, parce que multivoque. Et petit détail qu'on dit rarement, les humanistes, nous on dit les humanistes, oulala, ça doit être des gens, un peu des gens casse-pieds, des profs, des érudits qui parlent latin, c'est pas des gens marrants. Eux-mêmes, ils ne se nommaient pas humanistes. Eux-mêmes, ils se nommaient poètes. Vraiment, hein, Erasme, sur sa carte de visite, il avait marqué Erasme, poète. Bon, parce que c'était des gens pour qui le sommet de la culture, c'était l'élégance de la langue, donc la poésie, donc le jeu perpétuel du double sens, de l'équivoque, de la citation, de la référence, dont on en a parlé il y a quelques années, quand j'étais venu le présenter, les adages ou l'éloge de la folie sont évidemment le manifeste absolu. Bien. Alors, je pense que j'ai très largement dépassé mes 20 minutes. Je regarde ma montre. Oui, il est 11 heures. Bon, je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose d'essentiel. Oui, si. Dernière chose. Comment se fait-il que ça ait marché et qu'ils soient arrivés, ces humanistes et ces artistes, à finalement créer une culture qui est celle qui est encore la nôtre maintenant? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été étouffés? Alors là, on a un troisième axe qui court au milieu des autres et qui est assez curieux, celui-là, parce qu'il est technique. Il est vraiment strictement technique. Et derrière la technique, la politique. Et cet axe, c'est l'imprimerie. Parce que pour inventer l'imprimerie, alors, on sait bien, hein, des Chinois savaient imprimer, mais pas en caractère mobile, comme a fait Gutenberg. Pour faire de l'imprimerie, il faut être excellent mécanicien, métallurgiste et chimiste. Parce qu'il faut fondre les caractères, il faut faire de l'encre spéciale, il faut faire des tas de choses, il faut fabriquer du papier. Enfin, il faut tout un arsenal technique très complexe qui a été dominé par des Allemands donc au XVe siècle. Gutenberg et consorts. Or, l'imprimerie, ça a été de la folie parce que immédiatement, les humanistes ont vu que leur rêve de restituer la culture antique pouvait prendre forme et sortir d'un club restreint d'érudits. Parce qu'avant, évidemment, il y avait dans les cours italiennes, ou même en France, ou en Flandre, ou en Angleterre, il y avait quelques érudits qui ont commencé à étudier le grec, à lire des manuscrits, à faire des choses comme ça. Mais ils restaient entre eux. C'était quelques dizaines de personnes, tout le XVe siècle. Avec l'imprimerie, on s'est mis à produire des textes à 1000 exemplaires à la fois. Et puis, une deuxième 1000, troisième 1000, quatrième 1000, on a compté. Ça s'est compté par millions. Et cette culture humaniste, la récupération de la culture antique et des sciences antiques, de la poésie antique, a été mise à la disposition de tout le public sachant lire. Alors évidemment, ce n'était pas la majorité de la population, mais c'était quand même une grosse partie de la population. Et ça s'est diffusé dans toute l'Europe. On sait qu'il y a eu des essais de censure très violentes, l'index, etc., mais sans succès. Et c'est ce qui fait, alors là, on retombe dans l'anthropologie politique, une des différences majeures avec le reste du monde. Parce que dans les autres zones du monde, enfin,
Parlons pas de l'Amérique, qui était quand même dans un statut très, très particulier au XVIe siècle, mais en Orient, en Chine, aux Indes, dans l'Empire turc, dans l'Empire ottoman. Tous les dirigeants n'étaient pas des imbéciles ni des analphabètes. Ils ont très bien vu qu'arrivait ils ont vu arriver les armes à feu, la poudre, les canons, les fusils. Ils ont su faire venir des artilleurs allemands pour leur fabriquer des fusils et des canons. Et ils ont très bien su le faire. Ils ont vu arriver l'imprimerie. Ils ont très bien compris ce qu'on pouvait faire avec l'imprimerie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, les dirigeants? Ils se sont dit, pas question qu'une machine comme ça rentre chez nous. Pourquoi? Pour raison politique. Parce qu'avec l'imprimerie, même si on contrôle tout, on ne contrôle pas tout. Et un imprimeur peut faire clandestinement imprimer des textes critiques contre la religion, donc l'État, donc qui vous voulez, donc niet. Je finirai sur un exemple qui est quand même très frappant. En Égypte, qui est tout de même pays d'une culture multimillénaire. Ce n'est pas eux qui ont inventé l'écriture, mais presque. L'Égypte, qui a été le berceau de la plus brillante culture grecque de l'Antiquité, autour d'Alexandrie, qui donc dispose d'un patrimoine culturel colossal. L'Égypte n'a vu sa première presse imprimée qu'avec l'arrivée de Bonaparte, qui imprimait ses bulletins de guerre au Caire sur une imprimerie et qui a commencé à imprimer en caractère arabe d'ailleurs. Et la première imprimerie non coloniale en Égypte est venue en 1820. Donc vous imaginez, même le Coran, en pays d'islam, on ne pouvait pas imprimer. Alors après ça, on s'est mis à imprimer le Coran, mais ce n'est pas qu'il y a un retard, c'est qu'il y a un hiatus. Alors là, de nouveau, un décentrement entre toutes les cultures qui ont été soumises à des États généralement despotiques, en Chine, par exemple, au Japon, aux Indes, en pays musulmans, et dans lesquels l'imprimerie a été absolument interdite jusqu'à quand? Jusqu'à pratiquement le XXe siècle. Donc, vous voyez le chemin qui reste à parcourir, ou plutôt, alors comme ils disent, le gap. Il y a un vrai problème, d'ailleurs, entre nous, sans aller si loin que ça. Allez en Algérie. En Algérie, comment peut-on imprimer en arabe? Alors, je vous laisse Houchang ou d'autres plus compétents que moi sur la question, mais c'est une vraie question. Tant qu'on ne peut pas imprimer librement dans la langue du pays, eh bien, le décentrement, je pense, a du mal à se faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On émigre. Ou bien on se suicide, je ne sais pas. Voilà. Enfin, non, ce n'est pas très gai ce que je vous dis là. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je dis, on n'émigre pas. Si, peut-être, si c'est trop dangereux, on émigre. Émigrer. Mais surtout continuer et imprimer. Ouais, ça va. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Je ferme sur ma machine à images. Zut, comment on fait pour fermer? Ah non. Ah, celle-là, bon, non, on n'a pas le temps. Non plus. Mais On a le temps. Et on a le temps. Hop, On a le temps, si vous avez d'autres choses à... On a le temps pour continuer un peu. Voilà. Oui. 10 minutes, par exemple. Oui. Bon. On a des questions comme ça. Allez-y. Mais comment on fait pour ouvrir? Bon, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, à la vache. Et si, c'est parce qu'il y en a trop. C'est ça, il y en a trop. Il y en a trop. Allez-y. Bon. Alors, donc là... Après, vous m'entendez? Oui. Oui. Il y a Dominique Beaumont qui a une question. Après. Allons-y, Dominique. Non, mais moi, c'est une petite... Enfin, c'est pas une petite question, mais c'est pas une question de... Enfin, bref. Donc, d'abord, merci, parce que c'est riche, c'est touffu. Il faut le temps d'abord d'aller plus loin, ça donne envie d'aller plus loin, évidemment, et puis de digérer. Mais juste sur la fin, l'imprimerie, la non-diffusion de l'imprimerie en islam, disons, dans les pays islamiques, Inde et Chine. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de... Enfin, c'est vraiment une question. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de
de mode d'écriture, d'alphabet ou de non-alphabet. Enfin, les Chinois les idéogrammes ou enfin voilà. Non, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là, parce que l'arabe, par exemple, c'est comme l'hébreu, si vous voulez. C'est des langues, mais comme le grec, d'ailleurs. C'est une langue qui est compliquée à imprimer parce qu'il y a le caractère et les signes diacritiques qui viennent au-dessus, en dessous. Mais on peut le faire. On le fait pour le grec. Ça a été fait dès le XVIe siècle pour le grec, hein, de tout début, même le XVe, chez Hald à Venise. Et même, mais d'ailleurs, l'arabe, au Vatican, on imprimait en arabe au XVIe siècle. Et on a dans toute pas en chinois, pas tout de suite, ça a été beaucoup plus tard. Mais enfin, non, comment dire, la technique a bon dos, parce que les imprimeurs étaient vraiment des gens d'un génie inventif, technique, inimaginable. Bon. Et ils l'ont fait. Et ben, pour vous dire, on est allé en Géorgie. En Géorgie, ils mettent dans un musée le plus ancien livre imprimé dans le pays. C'est à la fin du XVIIIe siècle. C'est un livre de prière, bien sûr, avec des images très grossières, comme on faisait au Moyen-Âge chez nous. Dans le Caucase, oui. En Géorgie, pas aux États-Unis. En Géorgie, dans le Caucase. Voilà. Oui, bon. Ça pourrait être une question, enfin, à la fois technique, mais aussi, je ne sais pas, qui renvoie à la langue en elle-même, enfin, à l'écriture, quoi. Enfin, de ce qu'on sait, de ce que je sais moi en tout cas, c'est vraiment des décisions politiques. Le Grand Turc ne voulait pas en entendre parler, point. Parce qu'il a dit, si on laisse, alors à ce moment-là, ils vont imprimer des journaux, ils vont imprimer des gazettes avec des critiques contre mon gouvernement, pas question, point. Et grosso modo, c'est les colonisateurs qui ont emmené l'imprimerie. Oui. Ah oui, oui, non, mais c'est la vérité. Oui, mais ça peut aller dans le sens de civilisation. Mais l'imprimerie, c'est comme n'importe quelle technique. C'est comme le couteau de cuisine. Hein. C'est ni bien ni mal. C'est génial par un côté et ça peut être dévastateur par un autre. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est une question éthique, je pense. En soi-même, la technique, c'est une performance technique, mais elle n'est ni bonne ni mauvaise. Simplement, les politiques sont très méfiants avec l'imprimerie, on le sait bien. Enfin, étaient très méfiants en tout cas. Ben, ils le sont toujours. Hein. Les éditeurs de Salman Rushdie n'ont pas osé mettre leur nom sur la couverture du bouquin. Oui. Des versets sataniques ? Des versets sataniques, oui. Ils ont fait un consortium anonyme. Bon. Mais alors, j'ai deux sujets. Le premier, c'est, au fond, il s'agit là d'une histoire, c'est plutôt l'histoire du pouvoir, si je veux pousser un petit peu du côté de la psychanalyse et de la psychiatrie, histoire du pouvoir, de la jouissance et de la folie, de la psychose carrément endémique. Je trouve que ces deux changements de perspective sur la langue et sur le regard sont tout à fait essentiels, mais une de mes thèses en cours de développement, c'est que toutes ces idées qui sortent, eh bien, elles sont totalement transformées par les prises de pouvoir. Et que ce soit dans le catholicisme, chez les Grecs, chez les musulmans, ce sont des gens qui s'approprient la question, comme dans tout, hein, comme le marxisme, comme la psychanalyse, etc., qui s'approprient la question dans un système de pouvoir qui n'a rien à voir avec les prémices, avec le discours de base. Je vous donnerai deux exemples là-dessus. Par exemple, il y a un très grand érudit qui travaille en France qui dit que le Coran, eh bien, en réalité, là, il ne reste même pas un tiers dans ce qu'on fait, que tout a été évacué, qui pouvait gêner les différents pouvoirs. Bien sûr. Alors, il s'appelle Ali Amir Moedzi, qui est un grand universitaire qui vit en France.
Je vous montre son truc, La preuve de Dieu, par exemple. Enfin, il a écrit pas mal de livres. Et cette transformation énorme. D'autre part, sur la question judaïque, voilà, je vous donne Nathalie Cohen, Une étrange rencontre entre les Grecs, les Juifs et les Romains. C'est-à-dire que, par exemple, elle dit bien dès le démarrage, la Vulgate est déjà une transformation trahison qui ouvre à tous les désastres qui ont suivi. Donc là, c'est l'appropriation par des fondés de pouvoir dans toutes les religions, que ce soit les mages chez les zoroastriens, les curés, enfin, tous les fondés de pouvoir des différentes religions qui s'approprient et qui transforment le message philosophico-théologique de base. C'est pourquoi je crois que d'ailleurs là, par exemple, là, sur le judaïsme, constatons que c'est le mouvement général constant à travers les millénaires a été non, je ne prends pas le pouvoir et non, je refuse le pouvoir des autres. C'est quelque chose qui est très différent dans son développement. Ma deuxième question, remarque, c'est tu es passé par, tu as envisagé toutes les questions, toutes les manifestations. Alors, pour moi, il manque un petit quelque chose qui est peut-être à la base de l'affaire et peut-être fondamental sur la sexualité. Quel est le rôle de cette... parce que là, on a juste une sexualité violente, de refus, d'assassinat, passe son temps à brûler les gens, à sadiser, à torturer, une espèce de malaise sexuel, d'incapacité, mais en même temps, dans cette renaissance, est-ce que la part d'une certaine libération, si je peux dire, sexuelle, a joué un rôle de démarrage? Voilà mes deux sujets. Je vais tâcher de répondre très brièvement. Alors, sur la première question, pouvoir, ça crève les yeux. D'ailleurs, dans le cas de l'islam, ça crève tellement les yeux que c'est la doctrine officielle. Le 4e calife, Othman, a fait réunir tous les bouts de Coran qu'il a pu récupérer, tous ceux qui n'étaient pas conformes, qui ne lui convenaient pas, on les a brûlés. Point. Les chrétiens ont fait la même chose. Au concile de Nicée, tous les évangiles, et il y en avait partout, chaque évêque avait son évangile, tous les évangiles qui n'étaient pas les 4 qu'on a gardés ont été brûlés. Point. Bon. Dans le judaïsme, pas tout à fait de la même façon, mais qui a décidé, quelle assemblée de rabbins a décidé quel texte était canonique ou pas? Bon. Donc, la question du pouvoir, elle crève les yeux dans la religion monothéiste, dans les autres aussi. Bon. Mais, comment dire, il y a toujours une sorte de balancement entre deux extrêmes. Un extrême qui est évidemment l'extrême machiavélique, le pouvoir grâce à la religion, l'asservissement grâce à la religion. Et à l'autre extrême, grâce à la même religion, le refus de tout pouvoir, et c'est le soufisme, pour dire vite, par exemple. Bon, les tendances soufis sont d'un anarchisme profond, mais n'oublions pas qu'elles peuvent se retourner, puisque le premier shah d'Iran était un soufi, chef d'une confrérie militaire, et qui a imposé le chiisme. Bon. Donc, on peut avoir, dans chaque religion, il y a toujours balancement entre les deux extrêmes, et le danger, c'est de dire, celui-là est la vérité. Ou celui-là. Demandez aux soufis ce qu'ils en pensent. El Hallaj a été brûlé comme soufi. Bon. Donc, je pense qu'il y a toujours la tentation des deux côtés. La secte bureaucratique, comme disait Max Weber, la secte bureaucratique voulant prendre le pouvoir, bon, Staline, Lénine, voilà. Que faire? 1895, crac. On prend le pouvoir, point, parce qu'on a la vérité. C'est tout. On tue tous les autres.
Et on les a tués, ils en ont tué pas mal. Pas tous, évidemment, on ne peut jamais tuer tout le monde, mais beaucoup. Bon. Et puis, à l'autre extrémité, et voilà, ceux qui réussissent à se séparer de ça. Alors, les grandes religions, le bouddhisme par exemple, et l'hindouisme naviguent toujours au milieu de ça, entre les deux univers. Bien. Sur la deuxième question de la sexualité, alors effectivement, j'en parle que de loin, dans la partie sur les nouvelles, comment dire, les nouvelles découvertes philosophiques. Parce qu'on avait perdu Platon, on avait perdu des tas de choses, mais on avait perdu les épicuriens. Et ça a été un épisode, alors je vous le signale parce qu'en plus c'est très agréable à lire. Il y a un Américain qui s'appelle Stephen Greenblatt, comme une feuille verte, Stephen Greenblatt, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, le titre est un peu idiot, ça s'appelle Quattrocento, évidemment. Alors, or, le sujet, ce n'est pas le Quattrocento, le sujet, c'est la découverte du manuscrit du De Natura Rerum de Lucrèce par Poggio Bracciolini, un humaniste italien, dans des circonstances absolument rocambolesques. Il a découvert le dernier, le seul manuscrit existant. C'est-à-dire que si celui-là avait disparu, terminé, plus de Lucrèce, plus d'épicurisme. Et l'épicurisme, pour dire vite, est redevenu un peu la mère d'une sexualité, on va dire, peut-être un peu réconciliée dans le système, pour sortir du système judéo-chrétien, qui est quand même très traumatisant. Et l'irruption de l'épicurisme s'est traduit alors dans les beaux-arts, par exemple, énormément, parce que le culte de la beauté du corps, il est en grande partie féodal et violent, c'est un culte de la brutalité, évidemment, et du corps guerrier. Mais ou bien de la fécondité pour les femmes. Donc, il faut avoir des gros seins, un gros ventre pour être féconde, mais pas que. Et comment dire, oui, on va dire le culte de la beauté. Ça, c'est une réappropriation qui a transité en grande partie par la Renaissance aussi. Alors, la beauté de la poésie, ça, elle était connue, elle était pratiquée, elle a toujours été pratiquée. Mais dans les beaux-arts, et là, alors, il y aura des questions à se poser quand même, revenir sur le nu, hein, et sur la beauté de la représentation du monde. Parce que de dire, je peins un paysage et c'est beau, qu'est-ce que ça veut dire qu'un paysage est beau, hein? Et ça, pareil, ça n'existait pas au Moyen-Âge. On ne peignait pas un paysage. On l'a fait depuis. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une chose à piocher effectivement là-dedans. Martine? Oui, Oui. oui, Nicole. Oui, tu peux y aller. Oui, je peux? Oui, bien sûr, oui. Vous m'entendez? Oui. Bon. Je vous remercie, Jean-Christophe Salada. Ça va vraiment beaucoup plus que vous dites, ce que vous avez dit, et ça me met des pensées, je dirais, optimistes à l'heure actuelle, bien que je pourrais avoir les autres, je veux dire, des pensées pessimistes. Mais il m'a semblé que d'un seul coup, la technique qui avait émergé avec l'imprimerie avait subverti l'État, le pouvoir, parce que, en fin de compte, elle a préservé l'équivoque de la langue, le double sens, voire la métaphore. Oui. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, peut-être que la technologie va nous sauver de la novlangue. Voilà. Bien sûr, mais vous savez, le développement vraiment extraordinaire des technologies numériques, elles peuvent produire le pire, ça c'est sûr, on le sait, on le voit, mais elles peuvent produire le meilleur, et ce meilleur, c'est absolument insensé. Moi, j'ai fait l'expérience depuis le confinement. Le particulier moyen qui a été à l'école, qui sait lire, qui a fait 3 ans d'études comme tout le monde, peut, avec les ordinateurs, avoir accès au son, à l'image, à la musique, à des choses absolument… On peut réaliser, nous, en 3 clics, des choses pour lesquelles Léonard avait besoin de 3 ans de travail et de toute une équipe de cinglés qui se brûlaient les mains et qui se détruisaient le tempérament. Nous, en 3 clics, on peut le faire, grâce à eux, d'ailleurs. Bon, et c'est absolument… Franchement, alors, pour le coup, on peut être optimiste. C'est-à-dire que… Et en plus,
moi, je dirais, on n'a plus d'excuses maintenant. Avant, on avait toujours l'excuse de dire « ouais, c'est technique, c'est compliqué, je n'ai pas étudié, je ne suis pas typographe, je ne suis pas graveur, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas je ne sais quoi ». Maintenant, c'est fini tout ça. 3 clics et n'importe qui peut le faire. Et vraiment, ça procure, alors même, je dirais, il y a une jouissance un peu délirante, cette possibilité d'accès à tout. Vous savez, le gosse qui dit, le prof lui dit quelque chose, et lui, pendant ce temps-là, il tape Wikipédia. Est-ce que le prof a raison? Ah non, non, monsieur, ça veut dire autre chose. Crac, elle était chercher un dictionnaire franco-géorgien qui lui dit que ça veut dire autre chose. Eh bien, les profs, évidemment, ils n'ont plus la tranquillité d'avant, où ils disaient « ouais, moi je le sais parce que j'étais à l'école avant vous ». Eh bien, il faut que lui aussi, il aille chercher et vérifier ses sources. Et ça, c'est du boulot, ça demande un très grand éveil, mais en même temps, c'est très jouissif de dire « on a accès ». Mais vous vous rendez compte, moi, je vous en parle. Quand je faisais ma thèse, dans les années 90, il y avait des bouquins qu'on ne pouvait pas avoir, point. On ne pouvait pas parce qu'à la Bibliothèque nationale, ils étaient perdus quelque part entre 2 rayons et on ne savait pas où ils étaient, point, terminé, on ne pouvait pas l'avoir. Maintenant, le même bouquin, 3 clics, on vous dit « ah oui, il y a une bibliothèque en Australie » et crac, il vous envoie la photo du texte avec même les erreurs de texte et les annotations à la main écrites par des types du XVIIIe siècle. C'est absolument insensé. On rentre dans une espèce de paradis de culture et d'information qui peut devenir l'enfer pour les gens qui se laissent perdre là-dedans, mais qui peut être le paradis. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour certains seulement. Comment? Pour certains, ça demande de cultiver l'esprit critique, évidemment. Et ça se travaille. Et d'ouvrir la culture à tout le monde. Et d'ouvrir. Mais alors là, on est vraiment dans la démocratisation. N'importe qui peut avoir accès au site Gallica, à la Bibliothèque nationale. Mais vraiment, alors, il est mal foutu d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas le sujet. C'est absolument insensé la facilité avec laquelle vous pouvez écouter des musiques du XVIe siècle sur Internet, jouées par les meilleurs instrumentistes du monde, en 3 clics. C'est quand même formidable. Mais d'ailleurs, on peut faire cette réunion-là, c'est quand même invraisemblable. Avant Internet, on serait resté chacun chez soi à pleurer en disant vivement que l'épidémie s'arrête, et puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? De l'aquarelle. Excusez-moi, je m'étends. Donc, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez remettre, parce que je n'y ai pas accès, supprimer le partage d'écran, qu'on puisse voir tout le monde, comme ça on verra qui veut poser des questions, ou à moins que vous ayez d'autres diapos à passer. Ah non, attendez, je peux, mais parce que j'ai essayé, mais ah oui, non, c'est en haut, le partage pause, reprendre, nouveau partage, arrêtez de partager, crac. Voilà, très bien, merci beaucoup. Ah oui, bien sûr. Saliba. Oui. Jacques Saliba, oui. Merci, Monsieur Saadan, de votre exposé vraiment très clair et avec une certaine systématicité qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Moi la question ce qui s'est révélé dans ce que vous avez dit, c'est la notion de décentrement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, pour peut-être la première fois, ou je ne sais pas si c'est la première fois, en quelque sorte, on est passé, l'homme s'est autorisé à s'approprier le monde, ou à s'approprier l'histoire. C'est-à-dire que, évidemment, et du coup, ça a entraîné ce changement de pouvoir, dont parlait Houchang, c'est-à-dire que ce n'était plus un pouvoir centré autour de Dieu, mais c'est vraiment les hommes ont commencé à se sentir producteurs de leur histoire. Absolument. Et je pense que c'est ça la grande révolution. C'est ça, alors à partir de ce moment-là, toutes les portes s'ouvrent. Ça donnait une ouverture tout azimut, et ça a été donc l'homme rentre dans l'histoire, c'est-à-dire que le monde n'est plus métasocial, n'est plus construit par Dieu, mais l'homme commence seulement à sentir qu'il peut s'approprier le monde. Je sais que la chirurgie, par exemple, rentrait dans l'intérieur des corps, qui était interdit par Dieu. On ne pouvait pas rentrer dans l'intérieur des corps. Donc on a commencé à transgresser, autrement dit, un certain nombre d'interdits. Et à partir de ce moment-là, évidemment,
la créativité s'est ouverte, les inventions et les possibilités. Mais c'est ça, à mon avis, qui a été la grande… Alors, je ne sais pas si ça a commencé à la Renaissance, je n'ai pas assez d'érudition, mais en tout cas, à écouter votre exposé, moi, c'est à ça que j'ai pensé tout de suite. Alors, vous avez tout à fait raison, mais à ce propos-là, il faut être vigilant, parce que quand j'ai dit c'est une bataille, ça veut dire celle-là a été relativement gagnée, mais elle n'est pas gagnée pour toujours. Et il faut être vigilant parce que des batailles, ça se repère dans la suite. Et l'histoire l'a montré, puisque après environ un siècle, un petit siècle de Renaissance, il y a eu ce qu'on a appelé la contre-réforme, un mouvement de retour de bâton extrêmement violent, de censure généralisée dans tous les pays catholiques, en tout cas, et dans tous les pays catholiques, et ça a duré jusqu'à la Révolution française, pratiquement. Alors, le mouvement initié par les humanistes a été poursuivi clandestinement par ce qu'on appelait les libertins à l'époque, au XVIIe siècle, mais qui étaient pourchassés par l'Église. Et on était encore brûlés au XVIIe, au XVIIIe siècle pour liberté de pensée. Et la Révolution française a réussi à, disons, poser des bases de liberté politique, de liberté d'expression, etc. Les Anglais ont réussi à en récupérer pas mal. Mais on est sans cesse menacé d'un retour en arrière et d'une rechute. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et ne jamais croire que c'est gagné pour toujours, parce que les forces qui s'opposent à cette liberté de pensée et de critique restent extrêmement puissantes dans toutes les sociétés, mais y compris la nôtre. Bon, enfin, je dis la nôtre, je pense à la France. Bon. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et justement continuer à cultiver cette mémoire. On doit lire Voltaire, on doit lire Erasme, on doit lire Cicéron, on doit ne jamais laisser se perdre ces mémoires-là. D'autant que, quand on dit, ça j'en ai pas parlé, mais il faut quand même l'avoir présent à l'esprit. Nous, on dit, ah oui, la culture latine, grecque, mais on a tous ces auteurs, vous savez, ces auteurs barbants qui sont aux belles lettres en édition bilingue et tout ça. Mais vous savez combien il y en a? Il y en a à peu près 200. On a perdu 90% de la littérature classique de l'Antiquité grecque et latine. Alors certains vont dire, oui, les 10% qu'on a réussi à récupérer, c'est les meilleurs. En partie sûrement, mais en partie seulement. Il y a des auteurs gigantesques qui ont totalement disparu. Bon, je vous donne un petit exemple très bête. L'Amphitryon de Plaute, cette pièce, cette comédie qui est absolument l'alpha et l'oméga de la comédie. Bon, tous les auteurs comiques s'en sont inspirés, les modernes. Elle a failli disparaître définitivement de la surface de la planète, et on en a la preuve. Toutes les versions qu'on en a ont été copiées sur une version qui a été copiée au XIe siècle. Si cette version-là avait disparu, jamais on n'aurait connu l'Amphitryon. Alors vous allez me dire, Amphitryon, bon, c'est pas très important. Si, c'est très important, mais il y en a des tas d'autres. Hein. Donc on n'est jamais à l'abri et on est toujours menacé d'une régression massive et de la perte de la mémoire. Dominique, mets ton micro, s'il te plaît. Branche ton micro. Ça y est. Oui, ben, c'est exact. Enfin, peut-être dans le prolongement, enfin, pour rebondir, pour continuer. Je voulais revenir, en fait, justement, à la première image que vous avez montrée, le sauvage, donc de retournement, de décentrement avec le sauvage, donc une peinture, une image vue du côté du sauvage, entre guillemets. Mais alors, ce sauvage, c'est un sauvage, c'est pas un sauvage indien d'Amérique, c'est avant, si j'ai bien compris. Non. C'est plutôt Indonésie ou la route des Indes, la route pour être précis, quoi. Ouais. pour être précis, Ouais. au moment où le livre a été imprimé vers 1530, l'Amérique était encore un champ de bataille. Et le sauvage en question, c'est un sauvage plutôt des îles indiennes de l'océan Indien, sans doute. Inde ou Indonésie. D'Afrique, on ne sait pas trop. Enfin, non, d'Indonésie, enfin de l'océan. Indonésie ou Inde, c'est ça. Oui. Mais pas Inde d'Amérique, quoi, justement. Non, je ne pense pas. Voilà, enfin, c'est ce que je comprends. Mais la cosmographie de Münster contient une partie entière consacrée à l'Amérique qu'on venait de découvrir et à ce qu'on en savait déjà. Ça, pour moi, enfin, je le voyais comme un sauvage avant les sauvages d'Amérique, quoi, de l'image, enfin de. Ah oui. Voilà, c'est ça, parce que donc c'est un décentrement où le sauvage n'est pas un sauvage à coloniser encore.
Oui, oui, Donc, oui, donc, oui, oui, en fait, oui, comme oui, vous oui. dites, il faut se méfier. Le sauvage, enfin, il y a eu un retournement, enfin, un nouveau retournement, quoi, pour peut-être revenir du côté Bien sûr. occidental. Parce Ah, mais qu'après, cette civilisation occidentale, enfin, a donné aussi quand même le colonialisme avec l'image du évidemment, sauvage, qui n'est évidemment, pas celle évidemment. de la Renaissance. Bien sûr, mais bien Voilà, sûr, bien sûr. voilà. Je trouve ça assez intéressant, quoi. Enfin, Oui, 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 voilà. absolument. Alors, Oui. non, je Moi, voudrais... Oui, quelqu'un voudrait parler? oui, moi, je voudrais Christiane Ducret, mais j'arrive pas à donner mon image. D'accord, Euh, vas-y. Je voulais poser une question sur, en fait, actuellement, il y a une nouvelle technique qui existe pour le dessin et puis aussi pour la vidéo, c'est la 3e dimension. Qu'est-ce que ça peut amener au niveau de l'histoire, de l'évolution de l'histoire? Et puis, une autre question, c'est par rapport à Gutenberg. Parce que, en fait, comme j'avais été visiter une imprimerie dans le 77, je m'étais penchée un peu sur l'histoire de Gutenberg et en fait, il a été réduit à la famine. À un moment donné, il voulait faire évoluer disons, sa recherche et imprimer beaucoup plus avec de nouvelles techniques. Et en fait, il n'a jamais trouvé un financement. Il a même dû payer, je crois, des sommes faramineuses à quelqu'un qui l'a dépouillé plus ou moins de son Oui, invention. oui, oui. Et aussi, je trouvais intéressant que ça a été récupéré, toute cette invention, quand même par l'Église, avec l'imprimerie des textes religieux par les moines. Et je trouve que le nom de la rose aussi pose très bien le problème par rapport à, en fait, on interdit justement le savoir, je pense, sur la sexualité. Voilà, il y a toutes ces questions-là, je trouvais, et je sais que maintenant aussi, par rapport au texte, avec les nouvelles technologies, Microsoft et tout ça, il y a eu une bagarre par rapport à qu'est-ce qu'on allait choisir comme texte, enfin comme caractère d'image pour les textes publiés chez Google, enfin, etc., etc. Donc pour moi, ça fait partie de tout un historique qui pose aussi la question des manuscrits qu'on retrouve. C'est plus du côté des musulmans. Il y a des anciens manuscrits qui sont gardés et qui réapparaissent de temps en temps dans des endroits très reculés, chez des gens qui gardent des manuscrits. Voilà, bon, c'est toute une réflexion par rapport à la technique de l'imprimerie et ce qu'elle véhicule. Bon, pas beaucoup de choses à ajouter à ce que vous avez dit. Oui, si, j'ai pas très bien compris sur la 3D. La 3D, oui, parce que ça introduit une autre façon de dessiner. Bah, en perspective, justement. Oui, justement, est-ce que ça peut avoir Formidable. quelque chose? Oui, Écoutez, j'ai vu hier, j'ai vu un petit film fait par un type. Il écrivait un texte tout bête du style bonjour, bonjour la famille. Enfin, il y avait 3 lignes, mais 3 petites lignes. Et il disait voilà, ça, on peut faire ça facilement sur un ordinateur. Et après, ça, il disait oui, quand même, c'est un peu pauvre. Il dit et moi je rêve vous savez les petits écriteaux qu'il y a sur les plages balancés par le vent. Je dis il charrie quand même. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça? Le type en 3 clics, il vous a fait une inscription qui se balançait, et je vous jure, on avait l'impression qu'elle était balancée par le vent. C'est tellement magnifique, c'est-à-dire ça permet une liberté d'imagination et de création. Bon, ça, merci qui? Merci Léonard, merci Copernic, merci Gutenberg, parce qu'on est vraiment les héritiers de ça. Alors, Gutenberg ruiné, oui, bien sûr, on sait, parce que, attends, l'imprimerie, ça coûtait des sommes astronomiques. oui. Donc, il fallait des banquiers solides et fiables. Et Gutenberg, il a eu des complications financières, comme tout chef d'entreprise. Et d'ailleurs, le premier livre qu'il a imprimé, c'était une Bible, pour dire
Et entre nous, le gros marché, c'était la Bible. Donc, il n'était pas bête, Gutenberg. Bon. Et donc, après ça, je ne sais pas combien de milliards de Bibles ont été imprimées. Oh, maintenant, les Corans, il y en a beaucoup aussi. Mais c'est juteux, l'impression de livres religieux, bien sûr. Bon, voilà. Autrement, je ne sais plus. C'était les documents qu'on pouvait retrouver dans des Les endroits documents assez… retrouvés, ça, il y a des romans, il y a des gens qui ont raconté ça, y compris, on en a retrouvé au Sahara, dans des coins au sud saharien, des endroits où il y avait des copistes des générations qui, tels les massorètes juifs, recopiaient des textes musulmans depuis des centaines d'années. Et alors ça, écoutez, il faut qu'il n'y ait pas Daesh dans le coin, il faut qu'il y ait des gens qui sachent l'arabe, il faut qu'il y ait des gens qui sachent lire, il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas morts de faim ou de maladie. C'est très compliqué, mais il y a des choses magnifiques. Il y a des disparitions, des disparitions, des disparitions. Vous savez, toute la littérature des Aztèques et des Mayas a été détruite en idéogramme, hein, a été détruite par les Espagnols, parce que c'était l'œuvre du diable. Évidemment, c'était l'œuvre du diable. Ils faisaient des sacrifices humains à tous les coins de rue. C'était difficile à gober. Et en même temps, alors il n'y a pas le partage d'écran, mais je pourrais vous montrer le traité d'ethnographie d'un franciscain qui a décrit tous les détails de la religion des Aztèques que lui racontaient ses élèves, qui étaient les fils des nobles Bernardino de Sahagún. Et lui, il l'a écrit. Il a changé ses lunettes de sens et il a dit, c'est des hommes, c'est des gens intéressants, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est leur religion, qu'est-ce que c'est leur culte. Et il a fait écrire par ses élèves, il écrit lui-même, y compris en espagnol, y compris en nahuatl. Il a fait écrire en nahuatl, en caractère latin. Bon, ça, c'est la Renaissance aussi. Oui, alors, cette histoire de décentrement, en fait, ça fait quand même une vingtaine d'années que je le mets dans les séminaires, c'est-à-dire que c'est très directement, parce que certains dans la psychanalyse pourraient considérer que ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, mais justement dans la psychanalyse laïque, il a parlé, et dans la formation des psychanalystes, il a toujours fait ces différentes ouvertures, qui disent quoi? Qui disent pas autre chose que l'essence de la psychanalyse, c'est-à-dire sortir du narcissisme et du nombrilisme de soi. Alors, cette histoire de renaissance, c'est intéressant, par exemple, tu viens de parler des civilisations aztèques qui ont été effacées, éradiquées. La question, c'est toujours justement d'éradiquer, de faire disparaître tous ces gens qu'on brûlait, les textes et les gens. Ça veut dire on les réduit à néant, tout ce qui pourrait venir nous apporter une quelconque division, un décentrement, une castration, pour le dire autrement, et sortir de la folie. Laissez-nous jouir de notre folie, sinon on vous brûle avec la dernière violence. Bon, il ne faudrait pas que la Renaissance et l'Occident, je vais le dire de manière un peu provocante, ça fait 15 jours que l'Occident a sorti un peu la tête de la barbarie et toute l'histoire de ces 5 siècles montre la pérennité. Là, je veux parler des Aztèques, mais enfin, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Là, par exemple, il y a très peu de temps, là, on dit les Chinois, ils exagèrent, mais enfin, il y a un siècle, les Anglais obligeaient les Chinois à consommer de l'opium, enfin, les excès de la colonisation. Il ne faudrait pas que ce décentrement par la Renaissance occidentale, par des éléments majoritairement techniques, redevienne à nouveau un centrement de cette sensation d'être au centre du monde et au centre de la civilisation qui n'existait pas avant. Or, la civilisation existait avant de manière extrêmement développée, et elle existe ailleurs de manière extrêmement développée, peut-être davantage dans certains coins, peut-être moins. Il ne faudrait pas que ce décentrement revienne au nombrilisme ordinaire. Bien sûr, tu parles d'or. Merci.
Bon, je vais m'occuper de Rachel, je vous laisse. Alors, je voudrais ajouter quelque chose de ce que disait justement Jacques Saliba, on a transgressé des interdits. En réalité, on a mis la barrière, des gens ont mis à leur corps défendant, à leurs dépens, ils ont mis la barrière justement pour arrêter la transgression de la loi par les autres, la transgression ordinaire, institutionnalisée de la loi, et ils sont allés à leur risque et péril, avec beaucoup de péril, faire cesser ces transgressions. Mais, oui, vas-y. Oui, oui. oui, mais enfin, en t'écoutant, il y a quelque chose qui me vient, c'est-à-dire que quand on était dans l'omnipotence de Dieu, hein, avec ce type, l'homme se vivait dans la plainte, c'est-à-dire qu'on se plaignait donc cette plainte, ça on le retrouve en psychanalyse, cet enfermement sur la plainte qui est comme un fétichisme, c'est quelque chose sur lequel on se fixe, empêche l'ouverture vers autre chose. Et c'est à partir du moment où on s'est décentré par rapport à ça, il faut chercher une solution. C'est ça, en fait, quand l'homme s'approprie le monde. C'est qu'il était à la recherche d'une solution. Il était à la recherche de quelque chose. Donc, à partir de ce moment-là, il commence à s'inscrire dans l'histoire. Hein, et c'est plus de dire c'est ma faute, toute cette problématique de la culpabilité, etc., est en train de se déplacer vers justement une tentative de créativité. Une tentative de créativité. Mais naturellement, je suis d'accord avec vous, hein, il y a tous les blocages, autrement dit, qui apparaissent, c'est-à-dire fixer l'histoire dans un discours dogmatique. C'est ça le problème. L'histoire est où? Mais le discours dogmatique, c'est fermer et empêcher toute ouverture et tout mouvement. Et on le sent, c'est ce qu'on peut appeler, qu'on trouve en psychanalyse, la résistance, quoi. C'est la forme de résistance. C'est ça la résistance en psychanalyse. C'est-à-dire on se plaint, hein, et en même temps, on se ferme à l'ouverture vers autre chose. Produire le sujet, c'est ça. Enfin, à mon avis. Oui, si je peux te répondre, Jacques. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi parce que la résistance vient du moi. Et en bonne freudienne, je dirais que la libido du moi s'est déplacée, donc à décentrer, s'est déplacée sur la libido d'objet. C'est exactement ce qui se passe chez l'enfant, quoi. Je veux dire, à un moment, il va déplacer la libido narcissique qu'il a complètement sur lui-même, il va la déplacer sur la libido d'objet. Et c'est vrai que la régression dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Christophe Salada, c'est une régression de la signification. C'est-à-dire que la régression, moi j'aime bien d'ailleurs la façon dont vous avez mis la régression avec la perte de mémoire. C'est-à-dire que c'est les deux périls qui nous menacent continuellement. C'est-à-dire que ce qu'on a acquis dans une signification qui fait civilisation, disons, est perdu à ce moment-là. Et étant perdu, il y a quelque chose de la mémoire qui est atteint. Alors, j'étais d'accord aussi avec ce que disait Ouchang tout à l'heure par rapport aux civilisations. J'aurais voulu peut-être, après tout ce qui a été dit, d'abord merci beaucoup parce qu'effectivement ça donne une ampleur, ça fait réfléchir tout ce que vous nous avez présenté. Et alors je pensais à ces deux grands, au fond, pourquoi, enfin, l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie, Gutenberg, la Bible, ça a été le livre qui a été imprimé et diffusé, et donc qui a permis d'arrêter ce que vous avez très bien surligné sur les erreurs qui se reproduisaient d'un copiste à un autre et qui finissaient. Et en même temps, c'est ça même le propre de la langue, c'est-à-dire qu'elle va se modifier, se transformer. Et je pensais aux récits oraux. Hein, et le fait que, par exemple, l'Iliade et l'Odyssée Homère, comme vous l'avez souligné, ce que je ne savais pas du tout, c'est-à-dire que ça n'a été connu par l'Occident latin, on va dire, que fort tard dans des traductions, et que donc c'était un premier récit
de l'histoire de l'humanité, disons, de l'histoire du monde. C'est un récit, c'est un mythe, c'est une façon de raconter l'histoire du monde et qui se transmettait oralement. Donc avec autant de pertes et sans doute et de transformations et de rajouts et qui fait un peu penser à l'exégèse juive, justement, on commente, etc. Et ça ne reste jamais en l'état. Et l'autre grand récit, c'est la Bible. Or, à un moment, cette Bible a été inscrite dans le marbre, enfin, par l'imprimerie, et a fixé quelque chose. Alors, non, c'est une question, voilà, J'ai pas compris. Alors, quelle est la question? mais il n'y a pas de question, c'est simplement quelque chose qui m'ouvre l'esprit entre ces deux grands oui, mythes, oui, comment oui. ils ont été racontés, Oui. que c'est une avancée, certes, mais en même temps, ça fixe, ça Oui, arrête. oui, la fixation du texte. Voilà. Oui, c'est une vraie question. Alors, Oui. si vous voulez, il y a deux grandes étapes qu'on connaît très bien. Il y a la fixation par l'écriture, donc Oui. éventuellement sur papyrus ou que sais-je, qui est très ancienne dans l'Antiquité, mais évidemment, les papyrus sont soumis à destruction rapide, sauf si c'est des inscriptions gravées dans le marbre, juste comme on dit. Bon, Oui. donc ça limite les choses. Puis, alors évidemment, l'imprimerie, ça permet de fixer, mais ça a aussi l'effet pervers qui est très comique quand on y réfléchit, notamment en France, hein, où on est particulièrement touché par ça, où, alors que tout le monde sait pertinemment que la langue évolue génération après génération, sans cesse, sans cesse, sans cesse, on emmerde les enfants à leur imposer une orthographe qui a été fixée il y a 300 ans et qui n'a plus grand rapport avec la parole, alors que l'écriture, que je sache, a été inventée pour fixer la parole. Et avec l'imprimerie, le danger, mais avec le manuscrit aussi, il y avait le danger, c'est qu'on se mettait à écrire des choses qu'on ne disait pas. Et avec l'imprimerie, le danger, c'est de sacraliser une écriture qui est vide, en fait. Et au lieu de dire, vous avez l'orthographe telle qu'elle a été utilisée, mettons au XVIe siècle, ben faites l'expérience, prenez un livre de Rabelais, tel qu'il a été imprimé, je vous aurais du mal, hein, ou même Montaigne, franchement c'est difficile, c'est presque une langue étrangère. Alors on voit bien que c'est la même langue, mais franchement c'est difficile. Mais c'est pas la même, les mots, la moitié des mots ont changé de sens. Et on a des grosses surprises. Hein. Donc, il faut accepter l'évolution et le changement. Accepter le changement, c'est très difficile parce qu'évidemment, alors là, je vais faire de la psychanalyse à 3 sous, l'enfant, il aime bien penser que ses parents sont éternels. Donc, que la langue des parents, que l'écriture des parents, c'est quelque chose d'éternel. Et donc, on a du mal, même les professeurs ont beaucoup de mal à accepter que l'orthographe puisse changer. Rappelez-vous, hein, pour enlever le F à la fin d'une clé, il a fallu au moins 50 ans. C'est triste. Et on condamne la moitié de la population à une sorte d'illettrisme orthographique, simplement à qui ça profite, hein. Alors pour rejoindre Rouchang, ça profite à une petite caste de ceux, vous savez, ceux qui savent l'orthographe, hein, à qui sont réservés les postes d'élite. On ne peut être journaliste, on ne peut être député théoriquement que si on sait l'orthographe. Donc les autres, ben, ils ne pourront jamais l'être. Ils sont condamnés à rester dans le 9-3, tant pis pour eux. La sagesse politique obligerait d'imposer la révolution philologique, mais il y a des pays où on le fait, hein, où tous les 50 ans, on modifie l'orthographe, on le fait marginalement, les 5 ou 10% de modification, et à la fin, tout le monde se trouve très bien. Chez nous, on est bloqué sur cette espèce de fantasme qui date de Louis XIV, hein, de une langue, un État, une orthographe fixe. Donc, on condamne la moitié de la population à être hors la loi. Bon, je pense qu'il y a une réflexion sur l'écriture à ce propos-là. Et évidemment, alors l'imprimerie, vous savez, les imprimeurs, enfin moi je les fréquente beaucoup, c'est assez comique, hein, de voir les imprimeurs, parce que les règles actuellement, les règles typographiques et orthographiques sont pour le moins aléatoires. Et
génération après génération, on n'arrive pas à, comment dire, la société n'arrive pas à se réconcilier avec sa propre langue écrite, la société française en tout cas. Il y en a d'autres qui le font, hein. Les Allemands le font, les Espagnols le font, ils modifient l'orthographe tous les 50 ans. Et donc, tout le monde peut lire et écrire sans trop de problèmes. En France, on ne peut pas. Il faut être riche et avoir du temps. C'est le mouvement qui est figé. Voilà, C'est exactement. le mouvement qui est figé et c'est quelque chose qui atteint la transmission orale. Oui, oui, oui. Plus que la transmission écrite. Mais Et oui, c'est important, ça, ce qu'a soulevé Martine. Si je peux. Oui, Dominique, puis je ne sais pas, peut-être après on va s'arrêter, je ne sais pas. Oui, Dominique, mets ton micro, on ne t'entend pas. Active ton micro. Activé, voilà. Non, moi, enfin, en fait, c'est encore une... ce qui est marrant dans un sens, c'est que donc le ressenti, enfin la redécouverte de l'Antiquité, donc du paganisme et du polythéisme, a conduit à plein d'ouvertures, de décentrement, ce que vous avez développé, mais par contre, ça n'a absolument pas remis en question le monothéisme, justement. C'est un peu rigolo. Ça n'a pas remis en question. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ne l'a pas mis en question? Et même le premier ouvrage imprimé, ça a été la Bible, quoi. Donc, finalement, la redécouverte du polythéisme a amené à ce que à l'imprimerie, à une fixation sur la Bible ou sur le monothéisme, quoi. C'est rigolo. Dans un sens. Ah, mais le lien, le tissage tellement étroit entre la religion monothéiste et les pouvoirs en Occident et dans le monde musulman était tellement puissant que les pouvoirs ont réussi à se maintenir grâce, ce n'étaient pas des idiots les rois de France, ils savaient très bien, et les empereurs germaniques et les rois d'Angleterre, ils savaient très bien qu'avoir un clergé à sa botte, c'était un moyen de gouverner. Écoutez, Henri VIII, quand il a fini de divorcer de Catherine d'Aragon, a divorcé d'avec Rome, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a immédiatement reconstitué un clergé complet sur le modèle catholique qui existe encore maintenant. Et le prince Charles et la reine Élisabeth sont toujours à la tête d'un clergé qui tient sa population autant qu'il le peut. Et ça, évidemment, vous pensez bien que les puissants de ce monde n'étaient pas prêts à perdre ça. Pour perdre ça, il faut venir en république, dans une vraie république laïque. Vous voyez le chemin qu'il y a à faire. En France, on a fait une partie, et à chaque fois qu'on repart en arrière. Hein. Après la Révolution, il y a eu Napoléon, et Michelet a dit là-dessus des choses très tristes. Il y a eu un recul de nouveau de politique qui a duré 70 ans et qui a été très, très, très violent. Le cléricalisme est revenu en masse. Il a fallu, après ça, les lois de séparation de l'Église et de l'État, 1905. Et c'est menacé en permanence. La séparation, pour faire lâcher prise, il faut lui couper les doigts, il faut lui couper les mains, il faut lui couper les bras. Je ne sais pas ce qu'il faut lui couper. Mais ce n'est pas fait. C'est pas fait. Et parce qu'il y a une résistance. Et puis, pour beaucoup de paroissiens, évidemment, c'est plus simple de se mettre dans la soumission à un clergé. Parce que, n'est-ce pas, pour les psychanalystes, vous connaissez le problème. Voilà, donc je ne vais pas faire mon diagnostic, mais cette imbrication entre pouvoir et monothéisme est vraiment un des vrais problèmes de l'Occident depuis 2000 ans. Et on arrive péniblement à sortir la tête de l'eau, mais c'est pas facile. Et c'est pas gagné, là encore, c'est pas gagné. Alors, il y a quand même eu le protestantisme, disons, enfin, qui est resté dans un truc. Mais bien sûr, c'est vrai. Erasme, justement, d'ailleurs, a pu
existé grâce au protestantisme. Non, c'est l'inverse. C'est Luther qui a utilisé Erasme comme argument en disant, vous voyez, il ne faut plus obéir au pape, la preuve, la traduction d'Erasme. Et on a accusé Erasme de tous les maux. Vous savez, on lui disait, Erasme a pendu les œufs que Luther a couvés. C'était ça la grande formule. Lui, s'en est toujours défendu, n'a jamais accepté de quitter l'Église catholique. Mais alors, c'est vrai qu'en zone protestante a été la puissance du clergé catholique a été tailladée et ça a permis l'émancipation politique et culturelle d'un certain nombre de pays, notamment les Pays-Bas, certains pays germaniques. C'est-à-dire que quand on voulait imprimer un bouquin, on allait chez les protestants. Parce que là-bas, l'imprimerie était à peu près libre. En pays catholique, pas question. Et ça a duré jusqu'à la Révolution. Oui, par rapport à la question sur le monothéisme, Dominique, Freud nous dit que l'Église, enfin plutôt la chrétienté, l'Église c'est plutôt Lacan qui en parle, mais que la chrétienté a fait des octrois aux païens pour pouvoir conserver le pouvoir. Oui, ça c'est vrai. Donc nous avons les jours de la semaine dont vous nous parlez peut-être par exemple. Oui. Et Freud nous dit quand même que tout cela reste dans notre psyché, dans notre inconscient. On voit dans nos rêves parfois des petits lutins arriver, qui sont peut-être des petits dieux comme ça d'il y a quelques milliers d'années. Bien sûr. Ben, si vous voulez mon avis, je dirais très, très, très brièvement, moi je pense que le monothéisme est une régression massive par rapport aux religions polythéistes. Dans les religions polythéistes, l'homme a affaire à des puissances qu'il dépasse, externes, internes, même l'amour est une espèce de divinité extrêmement violente, donc qu'il faut arriver, avec lesquelles il faut négocier et qu'il faut arriver à neutraliser. Bon. Et donc la vie dans les polythéismes, c'est comme ça. Avec le monothéisme, tout d'un coup, tout le monde devient enfant, tout le monde est fils de Dieu, et on a un père castrateur hors duquel on est absolument mort. Tandis que dans le polythéisme, on peut toujours s'échapper. Il y a ma religion, celle de ma femme, celle de mes gosses, celle de mon cousin, celle d'Ouchang, et puis chacun, il a ses petits bonshommes, ses petits dieux, ses petits lutins, et tout le monde se débrouille avec ça. Et on est tolérant. Et ça, alors, certains, il y a des sectes qui ne le sont pas, mais la plupart le sont. Tandis que dans la religion monothéiste, on est avec un père, crac, et un grand couteau, et tout ce qui dépasse doit être exterminé. Et on est vraiment dans une soumission d'un infantilisme. Écoutez, bon. Hein, bref, no comment, ça a été déjà beaucoup étudié par d'autres. Bon. Bon, bah écoutez, on m'entend? Bon, on m'entend ou pas? Oui, on change. Bah écoutez, je crois que sur ces envolées, voilà, de ce Jean-Christophe passionné et comment dire, passionnant. Voilà, bon, voilà, passionnant. Avec, je vous conseille quand même d'acheter et de lire ce livre. Parce que là, il en a dit très, très peu finalement. Il y a énormément de choses. C'est vraiment un moment de jonction, de bascule, quoi. En effet, sur les millénaires, là, il y a 500 ans, et puis il y a 1000 ans avant. C'est quand même pour moi une somme sur ce virage tout à fait fondamental et finalement très facile à lire. Voilà. Merci Jean-Christophe, nous en parlerons. Nous en reparlerons. Et merci à chacun. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci Allez, pour cette magnifique intervention. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.